Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour la deuxième partie de mon cours consacré à l'Europe au XIXe siècle, à l'heure en fait du capitalisme libéral, c'est-à-dire la période 1815-1870. Le cours numéro 6, je vous le rappelle, sera consacré, ce sera aussi un cours d'histoire économique, mais à la période du début des années 1870 jusqu'à la Grande Guerre. Et la deuxième partie de ce cours va être consacrée à l'essor du capitalisme libéral. Je vous remontre le plan, le voici, avec, en fait, vous allez le voir, trois sous-parties qui vont me permettre d'aborder les trois secteurs d'activité différentes que sont l'agriculture d'une part, l'industrie d'autre part, et puis le secteur du commerce, des transports et du commerce pour finir. Donc, une nouvelle fois, le plan, le voici, la deuxième partie. Et je commence par les transformations agricoles. Alors, tout d'abord, il faut garder présent à l'esprit qu'entre 1815 et 1870, comme au cours des siècles précédents, c'est bien évidemment l'activité agricole qui demeure la principale activité du continent européen, mais aussi sa principale richesse économique. Sa modernisation a été entamée très fortement au cours du XVIIIe siècle, en particulier en Grande-Bretagne, mais également en France, où des physiocrates, par exemple, ont joué un rôle déterminant dans le sillage et l'entourage, par exemple, d'un Turgot, pour développer justement cette économie agraire. Au XIXe siècle, au cours du XIXe siècle, le capitalisme libéral et l'industrie vont apporter tous leurs moyens techniques en fait aux campagnes, mais en fait par un phénomène très intéressant de va-et-vient, l'agriculture va elle-même favoriser l'industrialisation. En effet, c'est elle qui nourrit la population qui sera en augmentation et qui servira de main-d'œuvre à l'industrie, nous en parlerons tout à l'heure, mais c'est elle également, cette agriculture, qui fournit à l'industrie sa main-d'œuvre, mais aussi qui lui passe ses commandes. Les défrichements, le drainage des terres humides, l'irrigation des sols secs, la réduction des jachères vont permettre d'étendre les zones de culture. Les surfaces agricoles s'accroissent à travers l'Europe au cours de ce premier XIXe siècle. La pomme de terre, apparue sur le continent européen au cours du siècle précédent, va s'étendre et va entrer dans les habitudes alimentaires, en particulier des habitants de l'Europe du Nord, où elle progresse de façon spectaculaire dans un pays comme l'Allemagne, par exemple. C'est à ce moment-là que la pomme de terre s'impose. L'introduction des plantes légumineuses, j'entends par là le trèfle, la luzerne, le sainfoin, est tout à fait déterminante également parce que ces plantes légumineuses aèrent le sol et lui permettent en quelque sorte de se reconstituer. Ils font donc à la fois reculer la jachère, qui était un handicap durant les siècles précédents, et d'autre part accroissent les rendements. Donc il y a une régénération du sol meilleure et en même temps une augmentation de la production. À ces engrais verts et au fumier animal, utilisé bien évidemment de tout temps, va s'ajouter, grâce au progrès des transports, le guano qui vient du Chili et des îles péruviennes et qui est un apport d'engrais naturels considérable. Le guano, ce sont les fientes des oiseaux de ces îles-là. Des nitrates, des phosphates, la potasse, mais aussi les premiers engrais chimiques sortis des laboratoires, et en particulier des laboratoires allemands qui sont en pointe, vont également permettre d'augmenter les rendements, et je pense ici aux engrais qu'on appelle les superphosphates. L'outillage en fer se répand, partout les rendements et les productions augmentent, et la polyculture vivrière régresse au profit d'une spécialisation due aux possibilités climatiques régionales. Par ailleurs,
la progression de l'élevage est tout à fait spectaculaire, en particulier dans l'Europe du Nord-Ouest. Et voilà pourquoi on a fréquemment appelé les années 1850-1870, en France, mais également ailleurs dans plusieurs pays européens, un âge d'or des campagnes. Alors, deuxième temps, je vous remontre le plan, voilà. Deuxième temps, excusez-moi, l'industrialisation. Et je commencerai par une définition de terme. Vous avez tous entendu parler de la révolution industrielle. Le terme aujourd'hui est un petit peu passé de mode et on lui préfère le terme d'industrialisation qui donne l'idée d'un mouvement, je dirais, plus long, plus continu. Mais malgré tout, le terme de révolution industrielle n'est pas complètement anachronique et faux, puisqu'il était utilisé au XIXe siècle. C'est Adolphe Blanqui, l'économiste politique, qui dans les années 1830 va le populariser, de manière à traduire la brutalité et l'ampleur des transformations industrielles, la surprise qu'elle provoque chez ses contemporains et lui-même, en Belgique et en France, en l'occurrence dans ces années 1830 que je vous évoquais. Alors, l'industrialisation s'accomplit grâce à deux sources d'énergie. Tout d'abord la vapeur, mais également le charbon. Le charbon, on l'exploite de longue date. Charbon de bois, charbon des forêts, mais de plus en plus charbon de terre, charbon extrait de mines, et dont le surnom qui s'impose à ce moment-là traduit bien l'importance. On parle, pour le qualifier, de pain de l'industrie. On va l'utiliser principalement dans deux secteurs privilégiés, que sont les deux secteurs que je vous évoquais tout à l'heure, le textile d'une part et la métallurgie d'autre part. Elle gagnera ensuite d'autres secteurs d'activité, je pense à la chimie, ou bien encore, on l'évoquera tout à l'heure, le secteur des transports. Le textile, première industrie de consommation de l'époque, va entraîner les industries de construction mécanique et les industries chimiques dont il a par exemple besoin pour le blanchiment ou encore pour la teinture. Quant à la métallurgie, elle bénéficie d'une véritable fin de métal de la plupart en fait des branches. Je pense aux machines, je pense bien évidemment au secteur des transports, je pense aux bâtiments, je pense à la quincaillerie, je pense à l'armement. Et là, on aura en tête une ville comme Birmingham, qui est l'une des capitales européennes, aussi bien de la quincaillerie que de l'armement. L'industrialisation va entraîner le regroupement des activités sur certains sites. Alors les mines, bien évidemment, on va à la proximité pour des gains d'échelle, des gains d'argent, des gains de temps aussi. La proximité des ports d'importation de matières premières pour réduire les coûts de transport. Je pense par exemple à Liverpool, puisque en fait les balles de coton qui arrivent des Indes britanniques sont débarquées en mer d'Irlande à Liverpool et après transportées, on le dira également tout à l'heure, par voie ferrée, jusqu'au Lancashire, jusqu'à Manchester, jusqu'à Bolton, où dans les manufactures, on va les transformer en vêtements. Les mines, la proximité des ports, les métropoles également, puisque les métropoles fournissent la main-d'œuvre qualifiée, mais sont également un vaste marché de consommation. Et tout cela provoque une concentration. Des complexes industriels réunissant pour certains d'entre eux plusieurs milliers d'ouvriers se multiplient à travers l'Europe. Nous évoquions dans un cours précédent, que je mettrai en ligne plus tard, les fameux canons Krupp en acier qui ont fait des ravages pendant la guerre de 1870
dans l'armée française. Ils sont fabriqués à Essen, en Rhénanie, et sur le site industriel d'Essen, vous avez une concentration de 10 000 ouvriers, plus de 10 000 ouvriers, dans les années 1860. Mais l'homologue de Krupp à Essen, c'est Schneider au Creusot, en Saône-et-Loire, et lui aussi emploie près de 10 000 ouvriers dans ses usines au même moment. Alors il peut être intéressant de vous montrer ici une carte que j'ai tirée de l'un de mes manuels et que je vais commenter, qui vous permet de localiser, vous le voyez, les principaux foyers industriels de ce premier 19e siècle. Par des cercles, par des losanges, par des carrés, les activités sont indiquées, mais ce qui m'intéresse surtout, moi ici, dans ce cours-ci, ce sont les foyers industriels et les pays qui sont justement les grands centres de l'industrialisation à l'époque. Et je commencerai par le Royaume-Uni. Premier pays industrialisé, vous disais-je, surnommé l'atelier du monde, vous le voyez ici, 2 fois plus de charbon, 3 fois plus de machines à vapeur, et plus de cotonnade, de fonte et d'acier sortent des usines britanniques que de toutes les autres puissances réunies à l'époque. Je vous répète, ça me semble très parlant, 2 fois plus de charbon, 3 fois plus de machines à vapeur, de cotonnade, de fonte d'acier, sortent des mines, des manufactures, des usines britanniques que de toutes les autres puissances réunies. C'est au cours de cette période que les pays noirs du centre et de l'ouest de la Grande-Bretagne, que l'on appelle les Black Countries, prennent leur plein essor. Elles sont bien évidemment ainsi appelées en raison de la couleur du charbon. Je ne vous apprends rien. Sur le continent, la révolution industrielle, plus tardive, vous disais-je, n'en est pas moins très importante, et vous voyez le foyer belge. La Belgique possède en particulier de très importantes ressources minières dans le borinage, dans le pays de Liège. La France des années 1830 mérite également d'être mentionnée. L'industrie cotonnière qui se concentre autour de 3 grands pôles que vous voyez sur cette carte. Le pôle normand autour de Rouen, le pôle alsacien avec la ville protestante de Mulhouse, et puis le pôle flamand, bien évidemment, avec Lille. Les soyeux autour de Lyon également méritent d'être indiqués. Ils connaissent un grand essor au cours de ce premier 19e siècle. Et puis une métallurgie moderne apparaît dans les bassins houillers, en particulier les bordures du Massif central et dans le nord. C'est durant cette période que, dans les années 1860, on l'oublie trop, apparaît le bassin minier du Pas-de-Calais. Il n'est pas antérieur à cette période-là. Et il va connaître un très très grand essor au cours des décennies suivantes, au point que Émile Zola décidera d'en faire le théâtre de son célèbre roman Germinal, qui raconte la vie des mineurs du Nord sous le Second Empire. Alors un autre point fort de la France, c'est, alors moins visible sur cette carte, c'est le secteur du luxe qui, lui, est très très développé dans la capitale. L'Allemagne, vous le voyez, s'industrialise, elle s'industrialise plus tardivement, mais elle s'industrialise assez massivement dans les années 1840 et 1850, en particulier le long du Rhin et de son affluent que je vous évoquais tout à l'heure, la Ruhr. Plus isolé, le pôle de Berlin avec des industries mécaniques. À cette époque, la révolution industrielle est aussi en train, vous le voyez en Europe centrale, de gagner des territoires comme la Bohème, comme la Silésie russe, comme également le nord de l'Italie ou encore comme le sud de la Suède. Alors, troisième et dernier temps de cette deuxième grande partie du cours numéro 5, le développement des transports et du commerce.
Ce développement des transports est bien évidemment absolument indispensable pour à la fois assurer en amont l'approvisionnement des usines, mais également en aval, assurer l'écoulement des produits finis. Il va s'amorcer dans l'Angleterre des années 1820 et le mouvement va gagner ensuite le reste du continent européen en voie d'industrialisation. La première ligne de chemin de fer véritablement utile à l'industrie, je l'évoquais incidemment tout à l'heure, c'est en 1830 l'ouverture de la ligne entre Liverpool, excusez-moi, le port de Liverpool et Manchester, Kincotton, hein, la ville de Manchester, avec toutes ses manufactures cotonnières. Il y a quelques réticences devant les dangers que présente le chemin de fer quand il est mal connu. On estime que l'usage de la vapeur provoquerait par exemple des maux de tête chez les voyageurs et les spectateurs, et un certain nombre d'incidents ferroviaires même d'accidents, hein, vont provoquer plusieurs dizaines de morts, vont choquer les Européens, mais l'utilité du chemin de fer va l'imposer dans les esprits. En 1870, l'Europe comptera 100 000 km de voies. Passons au domaine maritime. Le 19e siècle, le premier 19e siècle est un très grand siècle pour les grands ports qui se développent, connaissent une croissance vertigineuse. Je pense en particulier au port de Londres, mais également, je l'évoquais tout à l'heure, au grand port de Liverpool, sur la mer d'Irlande. En France, au port du Havre, au port de Marseille, qui connaissent des développements spectaculaires sous le Second Empire. Et puis en Allemagne, par exemple, au port de Hambourg. En 1869, le canal de Suez, qui a été percé au cours des 12 années précédentes à l'initiative de Ferdinand de Lesseps, encouragé, soutenu par l'empereur Napoléon III, est inauguré. Et il va permettre, ce canal de Suez, de relier la Méditerranée à la mer Rouge, sans faire le détour par la Corne de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, et ce faisant de réduire le temps de parcours entre Bombay et Liverpool de 40%. 40%, c'est tout à fait considérable. Passons au commerce maintenant, et en particulier au commerce dans les métropoles. Le fait frappant de ce premier 19e siècle est l'essor, bien évidemment, des grands magasins. Ces grands magasins proposent une gamme variée de produits, grande nouveauté par rapport au bazar où l'on marchandait avec le commerçant. Ils affichent des prix fixes et non négociables, mais imposent en contrepartie des marges bénéficiaires extrêmement réduites qu'ils compensent par un très important volume de vente. Et ils instaurent également quelque chose qui va connaître un très très grand succès et que Émile Zola décrit très très bien dans son roman Au bonheur des dames, le roman de sa fresque consacrée aux grands magasins sous le Second Empire. C'est la reprise de l'article en cas d'insatisfaction du client. On va donc acheter sans hésiter, puisque on saura que s'il y a un vice de forme ou que très rapidement l'on est mécontent du produit que l'on aura testé, on pourra le ramener au magasin et bénéficier d'un avaloir pour en acheter un autre. Est fondé Harrods à Londres, est fondé le Bon Marché d'Aristide Boucicaut à Paris en 1852, mais sont fondés un grand nombre d'autres magasins dans les métropoles européennes. Je pense à Berlin, je pense à Milan, pour citer deux autres exemples de villes. À une autre échelle, le commerce international se développe aussi pendant la période. Le protectionnisme va reculer devant le libre-échange. Les Britanniques, car ils bénéficient d'un gros avantage, ils sont les premiers producteurs industriels de la planète, vont être les premiers également à réduire leurs barrières douanières dans les années 1840. Et puis, sous le Second Empire, en janvier 1860, Britanniques et Français vont signer un traité commercial,
libéralisant les échanges par une réduction significative des droits de douane entre les deux pays. Et en quelques années, une vingtaine de puissances vont les imiter. Dans ces conditions, et je vais terminer cette deuxième partie par cela, le commerce mondial, européen mais mondial, connaît un rythme de croissance absolument inconnu jusque-là. 5% en moyenne de croissance annuelle entre 1850 et 1870. Il faut se figurer ce que cela représente. 5% par an en moyenne. Ce commerce est dominé, vous disais-je, par le Royaume-Uni. À lui seul, celui-ci fait plus du quart des échanges commerciaux de la planète en 1860, soit autant que l'ensemble des autres pays européens réunis. L'autre moitié étant représentée par tout le restant du monde. Dans la hiérarchie commerciale, suivent à bonne distance la France et les États allemands.